Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans l'épisode 89 d'Ose écrire. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Camille, avec qui je parle de son dernier livre, 6 mégaoctets, un livre qui mêle intelligence artificielle, relations épistolaires, introspection, émotion et tant d'autres sujets passionnants. Je vous laisse avec notre échange et je vous dis à très vite. Moi, c'est Sam, Ibélion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach, et j'accompagne celles et ceux qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. T'écoutes un podcast dont l'intention est simple, te donner inspiration, outils, motivation, discipline, bref, tout ce qui peut te permettre d'oser écrire. En gros, c'est un peu dans le titre quoi, ose écrire. Octet, il y a mégaoctet dans le titre. 6 mégaoctets, ok. Ok, bah déjà tu attises ma curiosité. Pourquoi 6 mégaoctets et pas 12. Pourquoi 6 et pas 12? Alors, en fait, l'histoire de ce roman, c'est parti d'une nouvelle qu'en fait j'avais écrite pour un concours organisé par BOD et Femme Actuelle Jeux Extra. BOD, c'est Books on Demand, hein, Ouais. c'est un peu comme Amazon KDP, c'est un outil pour publier ses livres en auto-édition. Et donc le thème, c'était les paroles s'envolent, les écrits restent. Ok. Et j'ai écrit une nouvelle qui a gagné du coup le concours. Et j'ai été publiée dans Femme Actuelle Jeux Extra en décembre 2024. Et en fait, l'histoire de cette nouvelle, c'était du coup une femme qui est mariée, qui a une fille, et elle va en fait tomber amoureuse de son collègue de travail. Sauf qu'en fait, elle va jamais franchir la limite de l'infidélité vraiment telle qu'on l'entend au sens physique du terme. Et en fait, mais par contre, ils vont s'envoyer énormément de messages par jour. Donc vraiment, ça va être 50, 100 messages par jour. Ça va durer plusieurs mois comme ça. Et un jour, le collègue en question va mettre fin à cette relation. Et voilà. Et en fait, la nouvelle commence, ça fait plusieurs mois après la fin de cette relation. Elle arrive toujours pas à s'en remettre parce que elle est très très accro. Et moi, je pense qu'on peut être très accro à une relation qui est basée que sur des mots. En fait, moi, c'est pas du tout quelque chose qui me choque. Et en fait, elle va tomber sur une publicité pour une application d'intelligence artificielle dans laquelle alors en vrai, je suis sûre que ça existe maintenant en vrai. Mais en fait, on met dedans les échanges qu'on a eus avec une personne et on continue à échanger avec cette IA comme si c'était la personne. Et en fait, en gros, elle va télécharger du coup depuis WhatsApp un fichier PDF avec tous les échanges qu'elle a eus avec son collègue. Et c'est un fichier qui fait 6 mégaoctets. Alors, J'adore. 6 mégaoctets que d'échanges écrits. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Enfin, moi, de mes romans, il y en a aucun qui fait 6 mégaoctets. Il faut quelques centaines de kilooctets. Donc, c'est vraiment énorme. En gros, c'est comme s'ils avaient écrit un roman de 5000 pages tous les deux, quoi. Et en fait, la nouvelle se termine sur cette IA qui finit d'analyser les messages et elle envoie le premier message comme si c'était du coup le collègue. Et en fait, je l'avais fait lire à un ami qui est d'habitude, qui est quelqu'un d'assez exigeant en termes de lecture. Donc, en général, j'aime bien lui faire lire à lui parce que je sais que du coup, c'est lui qui va avoir un avis très exigeant. Et il m'a dit, ta nouvelle, elle est géniale et tu devrais écrire un roman. Et moi, je me suis dit, et puis une demi-heure plus tard, je me suis dit, ah. Et c'est comme ça que c'est devenu un roman. Et en fait, cette nouvelle, c'est un peu le début du roman. Ok. Voilà. J'ai beaucoup de questions, mais je suis hyper intrigué. J'adore. Ça m'a vraiment. Enfin, en fait, je trouve ça génial comme idée. Déjà, je te rejoins. Je suis assez convaincu que les mots peuvent suffire pour créer une relation. Et c'est, je pense, quelque chose qu'on va voir de plus en plus souvent, parce qu'on a tendance à avoir de plus en plus d'échanges par écrit, ne serait-ce que par les réseaux, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque il y a 100 ans, en fait, les gens, ils s'échangeaient des lettres. Et puis la lettre, elle mettait 3 semaines à arriver.
Donc forcément, voilà, enfin, il y avait pas une espèce d'addiction qui se créait via les mots parce que bon, t'avais une fois toutes les 3 semaines ton truc. Ouais. Alors que là, en fait, ton message, il est instantané et en plus, tout est illimité et tout. Bon, après, il y a le coût écologique, tout ça, c'est une chose. Mais quand on le fait, on a l'impression que c'est illimité, qu'on peut en envoyer autant qu'on veut. Donc finalement, on peut très bien envoyer 200 messages par jour et Ah voilà, il y a ouais. une addiction qui se crée. Largement, ouais, largement. Ça me rappelle de petits partages, tu vois. Je discutais justement des relations avec ma grand-mère et elle me disait, tu sais, à l'époque, moi j'habitais à Paris, ton grand-père à Toulouse et on s'envoyait des lettres quand ils étaient jeunes et c'était vraiment genre, ils écrivaient la lettre, t'avais une semaine pour que la lettre monte. Ensuite, elle répondait, une semaine pour qu'elle descende. Et donc, c'est ce que tu dis, Mm. c'était des échanges, ils se voyaient assez peu dans une année, en fait, presque. Et ils échangeaient assez peu. Et t'avais cette espèce de rareté que t'as. Alors après, on pourrait débattre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Ce serait presque un débat philosophique sur les relations, tu vois. Mais c'est hyper intéressant d'avoir écrit sur ce thème-là, parce que je pense que c'est un thème qui touche énormément de gens aujourd'hui. Et ouais, je trouve ça super cool. Et après vient la question de l'IA derrière. Alors ne faites pas ça chez vous, mais je pense effectivement que c'est pas très compliqué maintenant de faire un export de la conversation WhatsApp et de demander à un agent IA de se comporter exactement comme la personne qui répond. Et, euh, et je sais pas toi, moi ça a un côté, je suis à la fois fasciné par ça et à la fois un peu terrifié, tu vois. Je sais Alors, pas, moi, j'arrive pas trop à avoir de position encore sur ça, tu vois. alors j'avoue, l'idée, elle est pas de moi. Il y a un épisode de Black Mirror, je De sais pas Black si tu Mirror, connais ouais. cette série. Je sais pas si tu vois de quel Ouais, épisode je parle. ouais. Et bon, après, par C'est dans contre, les premières saisons, ouais. ouais, c'est saison 1 ou 2, je crois. Bon, par Mm. contre, à la fin, ça va très très loin parce qu'on va Ouais, carrément générer machin, le corps de la personne et tout. Mais je suis convaincue qu'en fait, les 90%, les 90 premiers pourcents de l'épisode, en fait, aujourd'hui, on y est. ouais. Et puis en fait, les effets que provoque cette possibilité-là, que ça soit un corps physique ou un corps de message quelque part, ça change pas en fait. À mon avis, l'effet est le même. Et ouais, c'est hyper intéressant de creuser ces sujets-là. Et, et comment ça t'est alors effectivement, j'imagine qu'il y a un peu la concordance, ce concours de nouvelles qui, avec l'épisode peut-être aussi. Mais même si tu vois, je trouve qu'il est dans la thématique que tu abordes, il est un peu différent parce que en plus là, t'as cette histoire de relation, alors tromperie pas tromperie. Encore une fois, on pourrait débattre. Euh, et comment ça t'est venu d'écrire sur cette thématique-là et ces sujets-là? Bah, en fait, je sais pas trop. Je pense qu'en fait, il y a un moment où je me suis dit qu'en fait, les mots, parce que le côté, les paroles s'envolent, les écrits restent. En fait, l'idée de l'IA, ça m'est venu vraiment pas tout de suite. Parce que Hmm. plutôt, Ok. ça m'a inspiré, c'est plutôt l'addiction que peuvent créer les mots, en fait, qu'on peut totalement être sous emprise de quelqu'un, bon, finalement, en le voyant très peu. Et c'est ce que à la base, j'ai voulu montrer. Et après, je me suis dit, non, en fait, si tu rajoutes une dimension IA, je pense qu'il y a moyen que ça plaise au jury. Effectivement, j'ai eu des creux parce que ça a plu au jury. Après, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'écris pas de science-fiction. Ok. C'est vraiment enfin, ça m'arrive de lire des romans d'anticipation un peu style Christopher Buix, mais vraiment plutôt des romans d'anticipation un peu ancrés dans notre vie à nous. Pas des romans qui se passent sur une autre planète et tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais moi, j'aime pas trop écrire ça parce que ça demande un peu trop de travail de cerveau. Moi, je m'inspire de la connerie humaine et je trouve il y a déjà beaucoup à faire. Et en fait, quelque part, faut pas s'attendre à ce que ce soit un roman sur l'IA. C'est pas le Oui. cas. En fait, c'est plutôt un roman sur la gestion du deuil et sur les relations épistolaires. Et aussi, en fait, bon, dans l'épisode de Black Mirror, il y a le côté de son mari, il est mort. Hmm. Alors que moi, en fait, elle va tous les jours au travail avec, du coup, elle croise ce collègue qui n'en a plus rien à foutre. Et en même temps, bah, elle échange avec cette IA qui, elle lui donne du coup tout cet amour entre guillemets dont elle a besoin. Et bah du coup, forcément, au bout d'un moment, ça va pas aller dans sa tête quoi. Ouais, entre ce qui est réel, ce qui l'est pas, ouais, ouais, ouais. C'est marrant parce que je trouve que
la manière dont tu le racontes, c'est hyper efficace. On sent tout de suite qu'il va se passer un truc qui va être, je sais pas si douloureux est le bon mot, mais voilà. Et en même temps, c'est hyper intriguant parce que c'est le champ des possibles et pour le coup tu sais pas trop où jusqu'où ça peut aller. Ah, Et, clairement, et des 4 romans que j'ai écrits, celui-là, c'est le plus déprimant. le plus Vraiment. déprimant. Ok. De très loin. Et est-ce que parce que j'ai souvent remarqué que dans les romans qui parfois semblent être déprimants, il y a toujours un peu un message d'espoir. Quelque chose qui nous dit en fait peut-être que est-ce que là pas trop. Non, non, il n'y a pas d'espoir. Oh, c'est moi qui ferai tu sais, mon prof de français qui lirait et qui arrivera à en tirer une leçon positive en tordant tous les mots dans tous les sens. Je comprends. Et, et qu'est-ce que ça change de d'écrire un roman avec plutôt un filtre déprimant par rapport aux autres que tu as pu écrire qui n'avaient peut-être pas ce filtre-là? Alors, moi, j'écris. Enfin, globalement, je suis pas trop dans le gay. C'est pas, Mhm. enfin, vraiment tout ce qui est du feel good pur, c'est un peu moins mon truc. Peut-être mon premier, c'était celui le plus entre guillemets espéreux. C'est un mot qui n'existe pas, mais je trouve qu'il va bien là. Et après le suivant, celui que je suis en train d'écrire, là j'ai fini le premier jet et je suis en train de le finaliser. C'est ce qui se rapprochera le plus du feel good. C'est un peu un genre Mhm. feel good réaliste c'est un peu un genre que j'ai inventé, histoire de vraiment que les maisons d'édition me boudent parce que je rentre dans aucune case. Mais globalement, enfin il y a toujours la fin, c'est toujours un peu oui, mais enfin ça finit bien, mais il y a toujours un peu un truc voilà qui est pas terrible. Mhm. Euh, et voilà, moi je pense que voilà, je préfère ça parce que je trouve que ça ressemble un peu plus à la vraie vie, parce que dans la vraie vie, on n'a jamais tout ce qu'on veut. Et donc voilà, donc c'est plus ça. Après, moi j'avoue que j'ai bien aimé écrire du déprimant. Parce que moi j'aime bien les histoires sombres en général. Bah, je sais pas si tu connais Melissa d'Acosta. De nom, ouais. Ouais. Bah alors c'est une autrice que j'aime beaucoup et qui a écrit un peu les deux. Elle a écrit pas mal de feel good et elle a écrit pas mal de romans sombres. Et Mhm. elle arrive comme ça à changer de registre. Et bon, évidemment, il y a des lecteurs qui vont accrocher plus à l'un, plus à l'autre. Moi, j'aime beaucoup les deux, mais c'est vrai que sa face sombre, elle est géniale. Et quand les lecteurs qui la suivent dessus, bah, je trouve ça super cool. Mhm. C'est c'est vrai aussi que on on parle assez, enfin, euh, quand je pense, tu vois, par exemple, à tout ce qu'on peut partager en tant qu'auteur, etc., sur les réseaux, par exemple, on partage assez peu finalement toutes les parties déprimantes qu'on peut vivre. Et quelque part, c'est aussi pour ça que parfois ça fait presque du bien. C'est pour ça que je parle toujours de message d'espoir. C'est peut-être mon côté optimiste, tu vois. Mais parfois, ça fait du bien de lire des histoires déprimantes. Parce que tu remarques que parfois t'es pas tout seul aussi dans cette merde quelque part. Et, Bah, alors et l'idée aussi, enfin effectivement le côté pas tout seul dans cette merde, c'est aussi parce que moi je suis convaincue que des personnes qui vivent une relation extra-conjugale épistolaire, je suis convaincue qu'en fait bah, ça existe. Je suis convaincue que j'ai pas du tout inventé le concept. hmm, Et voilà, et qui du coup qui franchissent pas le le point entre guillemets de non-retour, parce que là c'est ouais, vraiment l'infidélité pure. Alors après voilà, comme tu disais, est-ce que c'est de l'infidélité ou pas, là c'est il y a débat. Mais en fait moi je trouvais ça très intéressant à explorer, et il y a aussi un côté aussi de dire à ces gens-là, bah en fait regardez, vous êtes pas seuls, parce que c'est un truc dans les livres, on en parle assez peu. Moi j'ai très peu vu ça dans les livres. c'est Parce vrai. qu'évidemment, c'est plus sympa de mettre du spicy. Bah non, il n'y a pas de spicy. Ouais. Mais tu vois, tu vois, je trouve que en utilisant cet angle dans ton histoire, ça devient d'autant plus intéressant parce qu'on touche à une zone grise. Tu vois, tu disais tout à l'heure, il y a la réalité de la vie et qu'en fait, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut et qu'en fait, rien n'est noir et rien n'est blanc. Tu vois, c'est toujours gris au milieu. Euh,
Et bah oui, tu vois là dans la thématique que tu abordes avec cet angle de mais est-ce qu'une relation épistolaire c'est d'une tromperie ou pas? En fait, c'est vraiment une posture presque philosophique, tu vois, de posture morale, de où est-ce que je mets moi ma ligne là. Et comme chacun aura la sienne, chacun va prendre cette histoire de manière différente. Et c'est ça que je trouve. Je crois que c'est ça qui me touche le plus dans le pitch que tu as fait du roman, de ton roman. C'est de me dire, ça va me questionner sur ma propre posture morale et ça va vraiment m'interroger sur, ok, moi à la place du personnage, est-ce que je me serais senti coupable, est-ce que pas, qu'est-ce qui serait passé? Je trouve ça super intéressant. Là, tu m'as vraiment intrigué là. C'est le but. Bien joué, bien joué, bien joué. Et c'est quand tu passes de la nouvelle que t'écris, et d'ailleurs je t'ai pas félicité, mais bravo d'avoir gagné. Merci. J'aurais pu commencer par là. Quand tu passes de la nouvelle au roman, euh, comment ça se passe? Comment tu fais pour passer d'un texte qui est du coup qui se veut plutôt court et plutôt nerveux euh, à un texte plus long? Comment ça se passe? Bah, en fait, j'avoue, j'ai fait simple. En fait, j'ai considéré que la nouvelle, ça serait le début. Alors, Ok, j'ai un peu modifié ce début, mais globalement, la nouvelle, c'est le début. Et en fait, bah, la nouvelle se termine par le tout premier message envoyé par l'IA à cette femme. ok, Et en fait, bah, du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui va se passer ensuite, tout simplement. Et j'ai aussi imaginé un passé à cette femme et donc c'est pourquoi elle est comme ça et du coup il y a aussi une double temporalité en fait dans ce roman, une partie qui se passe du coup en 2024 et une partie qui se passe entre 1998 et 2000 enfin début des années 2000 quoi, enfin années 90 début 2000. Donc c'est une femme qui a en 2024 elle a 45 ans. ok, ok. Et du coup, tu disais tout à l'heure, là, tu as parlé du roman que tu étais en train d'écrire. J'ai entendu, je suis Oui. au premier jet, etc. Euh, Là, donc, la nouvelle, finalement, tu as considéré que c'était le début, donc après, tu as continué comme un roman classique, je dirais. C'est quoi ton mode de fonctionnement, toi, quand t'écris un roman comment tu fonctionnes? Alors est-ce que la question c'est architecte ou jardinier, c'est ça? Bah tu vois, moi qui on parlait de zone grise, moi qui aime pas trop les choses manichéennes, j'aime pas trop ces termes-là parce que je les trouve très catégorisants, mais oui, où te places-tu sur le spectre finalement du jardinier Ah architecte? bah très jardinier en fait. Très jardinier. Alors parce que l'architecte c'est celui qui crée un plan, qui vraiment il va le moi c'est tout juste enfin le moi j'ai ce que je veux faire dans ma tête, mais enfin à peine je note trois lignes quoi avant de complètement foncer Hmm. et euh, et voilà, et c'est comme ça. Et après, bon, enfin, des fois, je note des trucs parce que je m'aperçois que j'ai quand même des personnages qui changent de nom de famille en cours de route. C'est pas terrible. Classique, classique. Ouais. Ou de couleur d'yeux, tu vois. Ah, bah, elle a les yeux marrons. Ah, bah, là, elle a les yeux bleus. Dommage. Faut choisir. Mais oui, moi, je fonctionne vraiment en mode jardinier. J'essaie d'aller à un point A à un point B avec vaguement une idée du milieu. Et puis, voilà. Et parfois, ça m'est déjà arrivé d'essayer de rajouter un truc en plein milieu qui était que j'avais pas du tout prévu de faire à la fin. Hmm. C'est tiens, comme j'ai une autrice vraiment très côté jardinier, je vais te poser une question qui en aidera peut-être certains. C'est un sujet que j'ai de manière récurrente là en coaching, des gens qui ont une tendance plutôt jardinier, tu vois, et donc qui sont très dans le lâcher prise en fait, Mhm. mais où un enjeu qui revient souvent, c'est en fait j'ai terriblement peur de me perdre, tu vois. J'ai l'impression de pas maîtriser suffisamment mon univers, et donc quelque part qui se sentent presque intimidés par leur côté jardinier. Qu'est-ce que tu dirais à un jardinier qui a l'impression de pas être assez architecte ou qui se demande s'il va arriver au bout parce qu'il est pas architecte? Alors, c'est vrai que la question d'arriver au bout, c'est vrai que c'est une question qui se pose parce que bah, des fois, je me dis, mais en fait, enfin, faut que parce il y a le début, il y a la fin, mais il y a aussi le milieu. Hmm. Et ça, je trouve que c'est le plus dur parce qu'en général, quand je commence mon roman, je connais mon début, je connais ma fin et le milieu, bof. Et du coup, bah,
général, je procrastine pas mal au moment de l'écriture du milieu. J'avance très très lentement parce que dans ma tête, le milieu il est pas forcément ultra clair. Après, voilà, qu'est-ce que je dirais? Enfin, en fait, enfin, je pense que en fait, je pense qu'il faut pas faire ce que je fais en fait. Il faut pas procrastiner et en fait, faut écrire et quelque part on voit où ça nous mène. Après, quitte à finalement se dire, bah en fait, ça non, en fait, ça va pas. Ça m'est déjà arrivé de commencer à écrire un chapitre et me dire, en fait, non, c'est pas cohérent. Mm. Faut que je supprime. Bah au moins, tu sais ce que tu veux pas. Exactement. C'est une très belle manière de cette notion de ouais, mais si je prends le mauvais chemin, bah c'est plutôt bien de prendre le mauvais chemin parce qu'au moins tu sais que tu peux pas aller dessus, quoi. Hum, C'est mieux que de pas bouger et de se demander si ce sera le bon ou le mauvais chemin. hum. Ouais. Mm. Et toi, comment tu fais pour sortir de cette procrastination là quand tu tombes dedans? Bah, en fait, là, ce que je m'étais dit en fait, je me suis forcée à finir mon premier jet avant du coup, fin 2025. Ouais. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, enfin, j'ai fait un post genre au 1er décembre sur mon compte Insta et j'ai dit, allez, au 31, je finis le premier jet. Et du coup, bah maintenant, une fois que je l'ai dit à tout le monde, bah, j'étais obligée de le faire. Et du coup, C'est bah je l'ai fini je crois que c'était le 29 ou un truc comme ça. en avance donc. Il y a deux Oui. jours de rab. Oui. Bah, en fait, je savais que le 30, je partais en Auvergne et du coup que j'aurais pas le temps de le faire. Donc, c'est pour ça que je me suis arrangée pour faire ça le 29. Une petite une petite pression sociale pour C'est arriver au ça. bout. Mm. C'est ça. Et là, je suis en train un peu de réécrire et puis bah, je vais le montrer à mon lecteur numéro un qui est mon chéri, Mm. qui a toujours, c'est toujours le premier à lire. Après, bon, le problème, c'est que comme, en fait, il lit surtout des BD. Et en fait, en 11 ans de relation, je l'ai vu lire 4 romans et c'était les 4 miens. Donc, il n'y a pas des masses d'éléments de comparaison. Donc après, une fois que je lui ai montré à lui, je l'envoie aussi à des bêta lecteurs. Donc pour Simiga Octet, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une sélection de 5 bêta lectrices sur Instagram, 5 Ok. bêta lectrices bénévoles et plutôt des gens du coup qui ont l'habitude de lire. Mm. Et la particularité de mon 5e roman, c'est qu'en fait c'est un crossover entre deux de mes romans, Oh, de incroyable. mes autres romans. Et je ne sais pas du tout si ça se fait en littérature, parce que les gens font, alors les gens font des Easter eggs où ils Mm. vont, ce que j'en fais aussi, où ils font apparaître, dans leur deuxième roman, tout à coup il y a un personnage du premier qui va apparaître, et puis si les gens ont lu le premier, ils vont faire ils sont tout contents, et s'ils ont pas lu, ils verront pas, et c'est pas grave. Et là j'ai carrément fait, du coup il y a un personnage principal du premier et un personnage principal du deuxième qui vont se rencontrer dans ce 5e roman. Donc c'est vraiment vraiment un crossover. Et je ne sais pas si ça se fait. J'ai jamais vu, mais je suis sûre que j'ai pas inventé le concept non plus. Et voilà. Donc alors ce que je veux, c'est que les deux, c'est que ça puisse être lu indépendamment. Donc si t'as pas lu les premiers, en fait t'es pas perdu. Mm. Et c'est pas du tout un tome 3 ou quelque chose comme ça. Donc l'idée aussi de ces bêta lecteurs, c'est que j'aimerais bien en avoir qui du coup ne connaissent pas mon univers, pour voir si en fait, en lisant le 5, ils sont perdus de pas avoir lu le reste, ou Mm. si ça va. Mm. C'est intéressant cette idée de crossover entre deux de tes romans. Du coup, tu retrouves des personnages que tu avais créés et que tu avais laissés une fois la publication. Oui, Ça, c'est ça. En fait, notamment, il y a un de mes personnages à qui j'étais très attachée parce que je l'ai un peu inspiré de moi. ouais. Et du coup, je voulais un peu continuer à écrire sur elle. Mm. C'est à quel moment tu t'es rendu compte qu'il était inspiré de toi, ce personnage? En fait, à partir du moment où le roman était inspiré un peu d'un épisode de ma vie Ok. et du coup, je me suis dit tiens, ce personnage-là, ça va être moi et d'ailleurs comme j'ai jamais voulu d'enfant mais par contre, j'adore donner des prénoms et du coup, j'ai donné à ce personnage-là mon prénom préféré de la terre. Oh, Voilà. incroyable, Parce qu'en disant voilà, incroyable. elle est inspirée de moi donc voilà, il faut qu'elle ait un beau prénom quoi. Mm. Et tout le monde me dit après ah j'adore ce personnage. Je dis ouais, c'est normal, s'inspirer de quelqu'un que tu aimes.
C'est fou. Je pose toujours je pose toujours cette question de à quel moment tu t'es rendu compte que parce que parfois on se rend compte en plein milieu du roman et on a une espèce de prise de conscience comme ça en se disant oh putain mais ce personnage c'est moi, je comprends pourquoi c'était si dur d'écrire certains passages, etc. Et je trouve ça toujours hyper touchant ce qu'on peut vivre à travers nos personnages. Euh, c'est parmi tous tes romans, c'est ce personnage-là qui t'a le plus touché, toi? Alors je pense, après, je pense que l'héroïne de mon dernier roman de Simega Octet, Ouais, en fait, je l'aime beaucoup aussi parce que bah, en fait, c'est une anti-héroïne. ok. Et moi, j'aime bien dans les romans les anti-héros parce que en fait, c'est beaucoup plus intéressant. Et pour l'auteur, c'est plus challengeant, je trouve, de rendre attachant quelqu'un qui fait de la merde. Hmm. Et et en fait, bah, j'avais notamment une amie qui avait lu ce roman et qui m'a dit, ouais, enfin, qui avait pas trop accroché au début parce qu'elle me dit, ouais, ce personnage, il me met un peu mal à l'aise parce que, enfin, ça m'énerve qu'elle soit aussi dépendante comme ça d'un mec. Et en fait, je comprends tout à fait son point de vue. Après, je pense que il y a des gens qui ont tendance à se dire que, en fait, moi, je suis une femme forte et du coup, cette situation d'emprise, bah, ça va pas m'arriver. Sauf que malheureusement, en fait, ça ne marche pas comme ça. Hmm. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une très belle citation de Thomas Hardy dans Loin de la foule déchaînée qui dit lorsqu'une femme forte jette avec insouciance sa force loin, elle est plus faible que celle qui a toujours été faible. La faiblesse est double lorsqu'elle est nouvelle. Et je trouve que c'est une très belle citation. La faiblesse est double lorsqu'elle est nouvelle. Ouais, putain, c'est vrai. C'est vrai. Quand tu prends conscience d'une de tes failles, Après, je pense que elle est... Ouais. femme forte, ça peut être remplacé par personne forte, parce que je vois Ouais, pas bien pourquoi sûr. ça s'appliquerait pas aux hommes, mais bon, après, Oui, c'est... c'est un auteur du 19e siècle, donc forcément, il Ouais. avait, voilà. Oui, Déjà, c'est oui. assez moderne ce qu'il écrivait pour l'époque, donc Hmm. on va pas non plus trop lui en demander. Mais oui, et je pense que en fait, bah, notamment, enfin, c'est un truc que j'ai chez pas mal de mes personnages, c'est qu'en fait, ils vont pas forcément s'autoriser à tomber amoureux, et puis d'un coup, ils s'autorisent, et en fait, et là, c'est tout un mur qui s'écroule d'un coup, et là, ils deviennent très vulnérables, et c'est là où c'est la catastrophe. Hmm. Parce que, ouais. Ça, c'est fou parce que du coup, je pense des bouquins que j'ai pu lire ou des situations que j'ai pu connaître. Et effectivement, cette sensation de vulnérabilité, elle est assez terrifiante quand même. Et alors, pour un personnage de roman, et c'est pour ça que c'est efficace aussi dans les tiens. Euh, et pour des vraies personnes en fait. Parce que quand tu te vois tes failles, parfois le plus confortable, c'est de se retourner et de faire comme si elle n'existait pas ou de courir très loin, quoi. Et, ah ouais. Tu touches à des, à des sujets, euh, j'ai pas le terme qui vient. Euh, Universel. alors, ouais, universel, mais ça, je- j'aurais rajouté un aspect de profondeur, tu vois. Je trouve que c'est, je sais, j'ai pas le mot, je suis désolé. Ça preuve que ça m'a sûrement touché moi-même, tu vois. Euh, ouais, des sujets qui te mettent face à des choses que t'as besoin de regarder en face, mais que tu regardes pas toujours en face. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et je pense que ça me touche aussi parce que c'est globalement mon métier, c'est ce que je fais avec les gens. Et je sais à quel point c'est challengeant de se retrouver face à ces failles ou face à ces vulnérabilités. Et c'est pour ça que je suis toujours très touché par les auteurs qui prennent le temps de d'écrire sur ces failles-là. Voilà. Donc bravo pour ça. Et dans dans 6 mégaoctets, c'est quoi sa plus grande faille du coup? Alors, en fait, je pense que c'est de jamais vraiment avoir fait la paix avec son passé. Parce que enfin, quand on lit le roman, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de choses assez horribles dans le passé de cette héroïne. Par exemple, un père perpétuellement infidèle.
du coup une mère qui s'est suicidée à cause de ça, une relation avec quelqu'un de violent. Et en fait, finalement, comme elle a jamais, je pense qu'elle a jamais pris le temps de vraiment accepter. À chaque fois, elle a toujours un peu fui et elle a jamais pris le temps d'accepter ce qui lui était arrivé. Enfin, en fait, je pense que du coup, ça la rend très vulnérable. Et en fait, après, quand elle s'est mariée, du coup, avec un homme bien, peut-être qu'elle s'est jamais vraiment autorisée à aimer pleinement cet homme-là. Et en fait, quand ce collègue s'est présenté, c'est là où elle s'est autorisée à le faire. Sauf qu'en fait, du coup, elle était déjà mariée et avec un homme à qui elle tient beaucoup. Et on le voit qu'elle tient beaucoup à son mari. Mais, euh, mais en fait, c'est pas pareil. C'est pas le même amour. Ouais, j'ai vraiment envie de le lire là. Ouais, très efficace. Très efficace. Et, et j'ai une question qui me vient, je sais pas dans quelle mesure c'est une bonne question, mais je la partage quand même. Quand on écrit sur des sujets aussi réels et sur des sujets profonds comme ça, là par exemple l'infidélité ou ce genre de choses, euh, comment ils réagissent les gens autour de toi? Et est-ce que justement ils se posent la question ah mais c'est ce que parce que c'est une situation que toi-même t'as connue ou est-ce qu'ils font un transfert quelque part entre ce que tu peux écrire et la personne que t'es ou t'arrives bien à séparer les deux? Alors, ça arrive. Après, pas tellement pour le dernier. Enfin, ma mère, quand elle a lu la nouvelle, elle m'a dit, ah, mais ça te dérange pas ton copain que tu Hmm. écrives ça et tout. Et je lui ai dit, bah, je sais pas ce qui m'embête le plus dans dans ce que tu dis, que tu penses que je suis quelqu'un d'infidèle ou que tu penses que je suis assez con pour être infidèle et le foutre dans une nouvelle. Ouais, c'est pas faux, c'est pas Et faux. voilà. Après. Enfin, en vrai, il y a les gens, ils voient des trucs et enfin, notamment, c'est assez rigolo. Enfin, dans le premier, notamment, j'avais une copine qui le lisait, qui me dit, ah, je m'amuse à trouver des petits bouts de toi à l'intérieur Hmm. parce que bah en fait, il y avait, bah, en fait, le premier, ça se passe pendant le confinement et du coup, bah, il y a trois femmes et je raconte où sont ces femmes au moment où le confinement est annoncé. Et il y en a une qui est à une soirée avec son association de théâtre. Et moi, j'étais à une soirée avec mon association de théâtre au moment où le confinement a été annoncé. Et en fait, bah, cette copine-là, elle était à la soirée en même temps que moi. Et du coup, j'ai dit, du coup, elle m'a écrit, elle dit, là, l'annonce du confinement en pleine soirée d'association de théâtre, il y a, il y a du vécu quand même. Hein. Et même mon copain, quand il lit, des fois, je vois je vois les commentaires qu'il me met et par exemple, enfin, il y a des plats que j'aime manger qui apparaissent dans le roman et il dit ah, t'es obsédé par les cuisses de poulet ou par les pâtes carbonara. Ah ouais, en fait c'est ça, tu vois, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on met vraiment toujours plein de nous dans les textes, parfois sur des choses qui paraissent si banales comme un repas, tu vois. Et au contraire, moi je trouve que c'est génial, tu vois, c'est pour ça que j'adore que tu le partages aussi, parce que je trouve que ça donne toujours une matière un peu différente au texte après quand tu le lis. Tu te dis ah putain c'est vrai que c'est du coup un de ses plats préférés, etc. Et je trouve que ça donne une proximité qui est hyper sympa entre l'auteur et le lecteur. Et et typiquement, là, l'exemple que tu donnais avec ta mère, euh, comment t'arrives à toi euh, te détacher de ce qu'on peut penser peut-être ou de ce qu'on peut te faire comme remarque sur ce genre de ouais, de manière générale. Bah, en fait, c'est pas facile. Je pense qu'au début, quand j'avais un ami qui me disait que tel ou tel roman le plaisait pas, pour moi, c'était complètement, c'était la fin du monde, quoi. Hmm. Et après, en fait, je pense que j'ai appris à prendre du recul et que je me suis dit que si j'allais pleurer à chaque fois que quelqu'un me dit qu'il aime pas mon livre, en fait, je vais pas avoir fini. Et qu'en fait, il faut aussi que j'accepte que ça plaise pas à tout le monde et voilà, on peut pas se dire qu'on va écrire un livre et en partant du principe que ça plaira à tout le monde. Enfin, même les prix Goncourt, il y a plein de gens à qui ça plaît pas. Donc, voilà, faut se détacher un petit peu de ça, quoi. Comment t'as réussi toi à le faire petit à petit?
Je sais pas, je pense l'expérience. L'expérience entre le premier commentaire et ceux d'après, petit à petit, Oui. c'était de moins en moins percutant. Mm. Après, Ouais. je pense que ça dépend aussi enfin, c'est surtout pour le dernier où je m'en suis un peu détachée parce qu'en fait, je pense que je suis partie du principe que je changeais totalement de style et que du coup, c'était normal que certains lecteurs ne me suivent pas parce que ça Ah, va plus être leur intéressant, style. Voilà. intéressant. C'est quel style qui a changé entre ce roman-là et les autres? Bah, je pense que celui-là, il est beaucoup plus sombre Mhm. et il est peut-être beaucoup aussi un peu plus introspectif. Et bah, en fait, alors moi, il me fait penser un petit peu à. Alors, je sais pas si vous connaissez, enfin si tu connais, pardon, Adeline Dieudonné ou Maud Ventura. Mode Ventura, je connais de nom aussi. La première, pardon, j'ai pas, non, je crois pas. Ça me dit rien. Alors, bah, en fait, c'est par moment, ça me faisait penser à Mon mari de Maud Ventura, Ok. qui a été un méga best-seller, mais qui vraiment a, enfin, les avis ont Ah vachement oui. divergé sur celui-là. Et en fait, c'était vraiment, enfin, vraiment dans la tête d'une femme et c'était un petit peu étouffant, hein, mais moi, j'ai adoré cette ambiance. Et je sais qu'il y en a à qui ça a pas plu. Alors que peut-être les précédents, peut-être il se passe plus de choses d'un point de vue action. Et en fait, les précédents aussi, bah, à part le troisième, mais le premier et le deuxième, c'est des narrations croisées. Donc il y a Ok. plusieurs personnages. Alors que là, c'est vraiment un seul point de vue. Ouais, je comprends du coup le côté beaucoup plus introspectif. Oui. T'explores beaucoup plus les pensées d'une seule Mm. personne, et c'est ça qui est. Bah, là, en l'occurrence, avec tous les thématiques dont tu parlais, c'est effectivement très pertinent d'avoir fonctionné comme ça. Ouais. Et du coup, alors question difficile, mais parmi tous les romans que t'as écrits et celui que t'es peut-être en train d'écrire actuellement là, comme tu disais, et c'est lequel que tu préfères? Je pense que c'est 6 mégaoctets. Ok, ok. Est-ce que Ouais. t'arriverais à dire pourquoi? Bah encore peut-être justement parce qu'il est sombre Ok, donc pour les et raisons que t'as pu évoquer. voilà, et peut-être parce que je suis vraiment allée en profondeur dans les émotions. Et en fait, enfin, je pense que alors Hmm, ce n'est pas du tout modeste ce que je vais dire, mais en vas-y. fait, des fois j'écris une phrase et après je suis en mode, eh, c'est pas moi qui ai écrit cette phrase. Et je pense que c'est le roman où je me suis le plus dit ça. C'est incroyable, incroyable. Mais tu sais que vraiment, ça, moi, je suis convaincu que euh, c'est vraiment une très grande force et que c'est important d'arriver à se le dire en fait. Je parle toujours de cette boucle entre il faut avoir la naïveté de se trouver génial et après l'honnêteté intellectuelle de se remettre en question, tu vois. Et quand t'es dans cette boucle perpétuelle, en fait, c'est trop bien parce que quand t'es dans le flow du truc, tu dis, allez, encore une fois, je suis un génie, c'est trop facile, j'adore ce jeu, tu vois. Et puis après, Après, ça voilà. m'arrive aussi de lire une phrase et de me dire, ah, c'est moi qui ai écrit cette phrase. Non, quelle horreur. Bien sûr, bien sûr, tu vois, il y a toujours de tout. Mais je trouve qu'être capable de se féliciter d'être heureux de se relire, c'est, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire assez naturellement, mais qu'on met pas toujours forcément en avant, ou en tout cas où on le note pas quand on le fait. Et quand on apprécie ce qu'on lit, je trouve que c'est important de le noter, tu sais, pour s'en rappeler, quoi. Et pour se rappeler que ouais. On se trouve génial, surtout pour les moments où il y a des moments où on se trouve pas génial et on se dit bon bah, de toute manière tout ça ne sert à rien, autant tout abandonner et ne plus jamais rien faire. Et dans ces moments-là, se rappeler de ce qu'on apprécie dans nos textes, c'est une très bonne méthode en fait, je trouve. Donc c'est le livre où tu t'étais le plus dit que c'était cool quoi. Que j'étais un T'écris- génie, oui, tout à fait. Non, moi je trouve ça vraiment trop bien. Ouais. Je trouve ça vraiment trop bien. Et j'ai pas regardé, pardonne-moi, c'est un livre que t'as auto-édité ou qui est en maison d'édition, celui Tout est en auto-édition. Tout est en Parce auto-édition. que je rentre pas assez dans les cases, je pense, pour Ouais, les maisons c'est d'édition. c'est ce que tu disais tout à l'heure là, sur les cases. Euh, si tu te devais te mettre une étiquette, tu mettrais quoi toi? Bah voilà, bah justement. Bah, par exemple, en fait, le livre que je suis en train d'écrire, alors moi je le définis comme feel good réaliste. Ok. Sauf que voilà, enfin si tu arrives dans une maison d'édition en disant Madame, j'ai écrit un feel good réaliste, la personne elle va te dire Madame, la porte elle est là.
Parce que on connaît pas ce genre. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, moi, ça m'arrive pas mal de lire des feel good, hein, des livres de Cynthia Kafka et tout, j'adore ça. Mais peut-être ce que j'ai toujours un peu à leur reprocher, c'est que notamment les romances. Voilà, par exemple les romances, Hmm. ça j'en lis pas beaucoup. J'aime bien les histoires d'amour qui finissent mal, ça j'adore ça. Et j'aime bien les comédies romantiques, c'est-à-dire où il y a de la romance, mais il se passe un peu aussi d'autres choses, quoi. Ça tourne pas que autour de ça. Et en fait, moi, ce qui est toujours un peu, enfin, ce que je trouve un petit peu irréaliste, c'est que il va y avoir un roman où va se passer peut-être 3 semaines, un mois dans la vie des personnages. Et au bout de 3 semaines, un mois, bah c'est l'amour fou. Allez, on va se marier. Et puis dans l'épilogue, en général, la nana, elle annonce à son copain qu'elle est enceinte. Et ça, c'est en général, ça se produit 6 mois plus tard. Ça, ce genre d'épilogue en 2026, non. Et en fait, moi justement, je suis plus en mode, ok, on va, bah ça fait un mois qu'on se tourne autour. On va se mettre en couple et on va voir ce que ça donne. Moi, je suis plus dans ce truc-là, que en fait, ça finit bien, mais ça finit bien timidement. Et je trouve que c'est plus réaliste. Ok, je comprends mieux du coup le terme que tu utilisais de feel good réaliste. Voilà. C'est quelque part comme si t'atténuais un peu l'effet qu'ont les tropes parfois d'être très grandiloquent ou en tout cas très très rapide dans l'exécution. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Et comment au moment où tu vois que tu rentres pas forcément dans les cases, du coup tu t'es tourné vers l'auto-édition tout de suite. Comment ça s'est passé? Alors, le premier, je l'avais envoyé à quelques maisons d'édition, ça n'a rien donné. Après, j'ai été aussi un petit peu sélective de là où je l'envoyais, c'est-à-dire que je voulais pas aller dans une maison d'édition toute petite. Donc ça fait 3 mois qu'elle existe et après ça va faire faillite et moi je vais galérer pour récupérer mes droits. Je voulais pas me retrouver là-dedans. Je voulais pas les maisons d'édition à compte d'auteur. Alors je critique Oui, absolument oui. pas les auteurs qui se tournent vers ça, mais moi je trouve que, enfin, s'il faut payer, bah autant être dans l'auto-édition et autant être complètement maître de ce qu'on fait, quoi. Oui, Donc c'est vrai, c'est vrai, c'est quand même un disclaimer qui est intéressant. Alors, tout, moi, je trouve que le problème de la plupart des maisons d'édition à compte d'auteur, c'est que elles fonctionnent vraiment sur une promesse marketing avec des promesses irréalistes en fait. Et à la rigueur, si elles disaient juste, bon bah écoutez, voilà, ça coûte tant pour qu'on s'occupe de tout et votre livre existe. Bon bah voilà, mais sauf que après quand le discours derrière est très marketing en disant ça te permet de voilà de faire X ventes, de gagner X argent, etc., etc. Là je trouve que tu tombes dans un truc qui est très faux et un piège. C'est ma vision. Hein. Effectivement, comme toi, je sais pas. Hein, voilà, chacun se tourne vers ce qu'il veut, mais je pense qu'il faut faire en conscience en attendant la bonne chose de ce genre de décision quoi. Et parce que si ton envie c'est d'être je vais extrapoler hein. Mais si ton envie c'est d'être riche et célèbre, effectivement vise des très grandes maisons d'édition et fais en sorte d'être publié par des très grandes maisons d'édition parce que c'est elles qui auront la force de frappe après ou alors développe toute ta communauté d'auteurs en travaillant des années sur ton Instagram ou tes réseaux sociaux et ton personal brand pour réussir à. Mais si c'est juste en claquant des doigts et en allant voir une maison à compte d'auteur, tu vois, tu te trompes de promesse quelque part. Alors, pour Et info, je voilà. crois que c'est entre 1 et 2% des écrivains qui gagnent le SMIC ou plus grâce à Voilà. leurs écrits. Donc, Voilà. devenir riche et célèbre en C'est écrivant, alors voilà, enfin, c'est juste qu'on voit, on voit J.K. Rowling, on voit ah Guillaume oui, Musso et tout, qui eux, exactement. effectivement, voilà. Alors, je sais même pas, alors J.K. Rowling, elle est riche, Stephen King, il est riche. Les écrivains français, Guillaume Musso, Mélissa d'Acosta, j'en sais rien. Je les imagine Bah, pas particulièrement riches. Ils sont célèbres, mais riches, je sais pas. c'est une très bonne question, mais en tout cas, c'est pour ça que c'est à mon sens important. Euh, et, euh, et tu vois, moi qui travaille avec des primo-auteurs, à chaque fois, je précise bien, on va l'écrire pour vous, le livre, tu vois, pas pour que vous soyez riche et célèbre, parce que ça, je peux pas vous le promettre. Vous amener au bout d'un manuscrit, ça, je sais faire. Vaincre vos peurs, vos blocages, tout ce qui vous traverse par la tête, ça, je sais faire. Vous apprendre à écrire une histoire, ça, je sais faire. Par contre,
vous dire que vous allez être édité par Gallimard et vendre 10 000 livres, c'est moi une promesse que je peux pas tenir, quoi. Et je trouve que c'est important quand même. C'est toujours cet alignement d'intention entre ce que tu as envie de faire et ce pourquoi tu le fais, quoi. Et la réalité après, quoi. C'est à mon sens hyper important d'être congruent sur ça et très aligné, quoi. Je le répète beaucoup, on a dévié du sujet de ton livre, mais parenthèse importante à mon sens. Et, et comment, du coup, auto-édition, ça dit aussi quand même beaucoup de casquettes. Oui. Euh, comment on fait pour porter toutes ces casquettes Alors moi j'ai de la chance, c'est que j'ai quelqu'un du coup qui habite en plus pas très loin de chez moi, mais c'est un peu à un hasard, qui dessine très bien et qui du coup fait les couvertures de mes romans et qui me les fait gratuitement. C'est un jeune homme Trop qui bien. s'appelle Hugo Gourmaud qui a énormément de talent et qui va normalement aussi faire l'écriture la couverture pardon, de mon 5e livre. Hmm. Voilà. Après, évidemment, je fais appel à des correctrices pour tout ce qui est faute d'orthographe, tout ça. La communication, quelque part, bon, il y en a qui détestent faire la communication. Moi, j'aime bien parce que c'est mon métier en fait dans la vraie Ok. vie entre guillemets. Je suis responsable communication dans une grande entreprise. Euh, euh, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a Ah oui, par contre, ce que j'aime pas trop, c'est la casquette un peu commerciale. Ouais. Ça, j'aime pas. Genre aller voir les gens pour vendre. Moi, j'ai toujours super peur. Là, je vais faire pour la première fois au mois d'avril une séance de dédicace en librairie. C'est la Bravo. première fois que je fais ça et parce que sinon en fait j'osais pas parce que j'avais lu trop de témoignages de gens qui allaient en librairie et qui se faisaient traiter comme des moins que rien parce qu'ils étaient auto-édités. Alors évidemment, dans la librairie où moi je vais, c'est une librairie à côté de chez moi qui s'appelle Mon Chapitre où il y a des livres et des chats, c'est trop génial. Et du coup, ils sont eux et c'est les auteurs auto-édités sont totalement les bienvenus mais c'est vrai que enfin c'est pas le cas partout quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, c'est un combat de longue haleine de lutter contre ces a priori là. Bon après les critiques des gens en disent toujours beaucoup plus sur eux que sur la personne à qui ils les font. Donc c'est c'est pareil, c'est du lâcher prise quoi quelque part. Toujours. Et c'est cool que tu te sois lancé dans une séance de dédicace comme ça. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça te fait de penser que tu vas pouvoir dédicacer en direct comme ça? Alors j'en ai déjà fait mais dans des salons. Ok, Mais dans les salons, c'est un petit peu différent parce que bon, notamment j'ai fait 2 ans de suite le festival du livre de Colmar. J'espère le, ok. le refaire parce que j'habite Colmar. Donc j'espère le refaire cette année aussi. Mais en fait, c'était assez simple à faire parce que je fais partie d'une association qui s'appelle la Plume Colmarienne. Et eux, ils ont de base un gros stand. Et en fait, ils envoient un mail à tous les gens de leur association en disant, bah, si vous voulez avoir une table au Festival du Livre de Hmm. Colmar, voilà, vous envoyez un chèque de temps. Et voilà, bah, si vous êtes les premiers, bon, enfin, si vous faites partie des premiers, bah, vous aurez votre table. Voilà. Et du coup, bah, c'est assez simple parce que ça ne demande pas de parler aux gens. Hmm. J'envoie mon chèque, et après, voilà, si je suis parmi les premiers, bah, j'ai ma table et tout se passe bien. Donc, j'ai pas besoin de parler aux gens pour essayer de les convaincre de faire quoi que ce soit. J'ai juste à envoyer un truc. Ça va. Mais si on veut faire une séance de dédicace en librairie, il faut convaincre la libraire. Et là, en fait, c'est eux qui m'ont proposé. Donc, Hmm. je n'ai pas eu à convaincre qui que ce soit. Petit raccourci. Bah tant mieux, en vrai, c'est super cool. C'est super cool. Tu vas bien t'amuser. Et le roman que tu es en train d'écrire, qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu dessus? Tu l'as commencé quand et t'aimerais le finir quand? Alors, je vise une publication pour l'automne prochain, septembre-octobre. Ok. Parce que bon, enfin, le Festival du livre de Colmar est en novembre, donc c'est pas mal d'y aller avec un nouveau roman parce que j'y suis déjà allée avec 6 mégaoctets, donc c'est pas mal
d'avoir quelque chose de nouveau à présenter aux gens. Alors, il y a Hmm. peut-être 3 personnes qui me suivent d'une année sur l'autre, mais pour ces 3 personnes, c'est bien de leur montrer un C'est nouveau truc. important. Et aussi, enfin, il y a un peu enfin, octobre, ça serait cool parce qu'il y a un peu, c'est pas le sujet principal, mais il y a quand même un sujet cancer du sein dans ce roman, donc comme ça fait, je surfe un peu sur Octobre Rose, donc c'est aussi quelque chose qui peut être sympa. Voilà. Et alors, de quoi ça parle? Alors, comme je disais, crossover. Donc, alors je vais pas dire tout de suite de quel roman c'est, mais même si, en vrai, je pense qu'avec ce que j'ai dit précédemment, les gens qui connaissent, ils vont On peut deviner. peut-être faire des Mais, liens. mais oui, du coup, crossover. Du coup, ça va être 2 femmes. Alors, c'est le premier roman aussi qui se passe en partie en Alsace. Parce que, alors Ok. moi, non, à la base, en vrai, je suis russe. Et Ok. j'ai vécu à Paris pendant 30 ans. J'ai emménagé à Paris en 94. Et donc, du coup, mon compagnon est alsacien. Et on a vécu ensemble quelques années à Paris. Et en 2023, il a trouvé un travail dans la région. Et moi, du coup, je l'ai suivi dans la région et j'ai réussi à garder mon travail à Paris, parce que les jobs dans la com en région, c'est toujours un petit peu compliqué. Hmm. Et je me suis dit, voilà, enfin, faudrait que je fasse un petit peu honneur quand même à ma nouvelle région. Et en fait, il se passe un peu entre Paris et du coup le Haut-Rhin. Voilà. Donc ça c'est une chose. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sans non plus Sans révéler trop de trop choses. trop en dire. Donc comme j'ai dit, il y a un sujet cancer du sein qui, encore une fois, c'est pas le sujet principal, mais voilà. Et ah oui, et ça, en fait, il y a enfin, pas vraiment le point de départ, mais une le point de rencontre en fait entre mes personnages. Ça part d'une anecdote que j'ai vécue en fait, parce que bon, comme j'ai dit, je travaille à Paris et je prends du coup toutes les semaines un train qui va de Colmar à Paris. Donc il y a un TER qui va jusqu'à Strasbourg et ensuite du coup un TGV jusqu'à Paris. Le TER Colmar-Strasbourg, il part à 5h18 du matin. C'est tôt. Oui. Et quand ça faisait peut-être un mois et demi que j'étais là, donc j'arrive donc dans la nuit noire avec ma petite valise et tout pour prendre le TER. Et là, je me dis c'est bizarre parce qu'il y a plein de gens qui sont attroupés devant la gare et pas dedans. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont tous devant? Et en fait, j'ai vu qu'en fait la gare était tout simplement fermée à clé. La grille était fermée. Il y a quelques-uns qui ont escaladé la grille. Moi, j'ai pas réussi parce que, enfin, de toute façon, moi, faire une roulade, c'est déjà au-delà de mes possibilités, donc j'ai pas escaladé la grille. Et du coup, on a vu le train comme ça passer, s'arrêter. On a pu faire coucou au train et repartir. Et heureusement, il y avait quelqu'un qui a dit, bah moi j'ai une voiture et je prends le TGV à Strasbourg pour Paris. Donc s'il y en a que ça intéresse, je vous prends dans ma voiture. Du coup, j'ai fait moi. Et du coup, je suis allée dans sa voiture. Et je me suis dit quand même, enfin, cette anecdote, elle est quand même beaucoup trop drôle pour pas finir dans un livre. Et du coup, voilà, elle finit dans le livre. C'est trop bien. C'est trop bien. Les petits clins d'œil aux anecdotes de la vie réelle. Bon, par C'est contre, marrant. j'ai juste peur que les gens n'y croient pas parce que personne ne va croire qu'une gare peut vraiment être fermée. Mais si, ça Mais ça, arrive. ça, ça, c'est fou que la gare soit fermée. C'est quand même. Déjà, il y a un mec qui s'est pas réveillé, quoi. Et, Mais c'est ça. et du coup, Et le pire, c'est que après, genre, mais peut-être un an après, j'ai vu un article dans Dernières Nouvelles d'Alsace qui parlait exactement du même truc. Et en fait, ça s'est reproduit genre un an c'est après. récurrent. Putain, faut changer le poste de matin. Là, il y a un truc qui déconne. Ça, c'est fou. Après, je C'est fou. comprends, j'aurais pas non plus envie d'ouvrir la gare à 5h du matin, mais bon, parfois il faut Non, quoi. forcément. Forcément. C'est marrant parce que c'est toujours c'est des petites expériences qui paraissent
normales en fait qui font des meilleurs débuts d'histoire. Euh, quand on se met à fond dans la créativité, dans l'écriture, etc., on se rend compte que tout ce qu'on vit peut devenir peut devenir une histoire comme ça. Bah, C'est d'ailleurs, une des héroïnes de mon roman, ça, c'est aussi un truc que je peux dire. En fait, elle est écrivaine. En fait, elle a écrit un roman qui a eu beaucoup de succès. C'est une jeune femme qui a 25 ans. Elle a écrit un roman qui a eu beaucoup de succès. Et en fait, elle a plus rien. Ça fait 2 ans que son éditrice la harcèle en disant je veux un deuxième roman, je veux un deuxième roman. Et en fait, sympa. elle a plus d'inspiration. Pourquoi? Parce que en fait, quelque part, elle est capable d'écrire que de l'autofiction. En fait, Ah, c'est un peu, c'est un sujet qui a été abordé dans un roman de John Irving qui s'appelle La Veuve de papier, où il y a aussi pareil un écrivain. Et en fait, il a un petit succès au début et après en fait, il a plus de succès parce qu'on s'aperçoit qu'en fait en fait, il écrit un peu tout le temps la même chose. Il y a toujours une histoire, c'est une histoire entre un jeune homme et une femme plus âgée, et c'est un peu sa seule expérience de vie. Donc, à chaque fois, il la met à toutes les sauces dans les livres. Et elle, c'est un peu pareil. Et en fait, elle n'a plus eu d'expérience suffisamment marquante pour en faire un roman. Et du coup, en fait, à chaque fois, elle dit à son éditrice, oui, je t'envoie tout de suite quelque chose. Et en fait, sauf elle n'a pas du tout d'idée parce que en fait, elle n'est capable d'écrire que de l'autofiction. Et je pense que moi, je suis peut-être un tout petit peu comme ça, à part pour le quatrième et pour le cinquième en vrai, parce que bon, même s'il y a des trucs vrais, mais en fait, je pars toujours, en fait, je pars toujours de quelque chose qui est vrai quelque part. Voilà. à mon sens, je pense que c'est hyper dur de pas mettre de nous en fait dans un roman. Euh, je pense que t'es quelque part un peu obligé de vivre des trucs pour te renouveler ta créativité, quoi. Et effectivement, là, c'est ce que tu partages, c'est un peu poussé à l'extrême de dire bon bah je suis obligé que d'écrire de l'autofiction. Mais genre je sais pas toi, mais je crois que j'ai jamais rencontré d'auteur qui m'a dit non, j'ai pas mis de moi dans ce roman. Euh, je suis en train de réfléchir là, mais Bah, après, je pense que, moi, j'ai énormément de fascination, même si c'est pas le genre que je lis, mais pour tous les gens qui écrivent genre fantasy, ouais, science-fiction, tout ça. Même J.K. Rowling et tout, même si bon, c'est un peu, oui, pas- pas trop à la mode de voilà. parler de J.K. Rowling, effectivement. Mais, voilà, même si voilà, l'humaine est ce qu'elle est et pas forcément Oui, quelqu'un de très bien, mais on est obligé de reconnaître que le côté inventer tout ce monde de sorciers qui est cohérent, qui dépend uniquement de la magie, avec leur mm, école, avec les 4 maisons et tout, avec c'est quand même dingue ce qu'elle a inventé. ouais. Je pense mon recul à force d'avoir travaillé avec des auteurs qui écrivent un peu tous les genres. Je pense que dans ceux qui écrivent de la fantasy ou de la science-fiction, donc très éloignés du monde réel, c'est parfois, tu sais, un peu une manière de, de vraiment adresser la créativité et l'imagination. Mais très souvent, c'est là qu'on retrouve les sujets très, 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 très personnels, de manière beaucoup plus subtile. Parce que du coup, c'est pas raconté au sens de comme tu raconterais une autofiction ou des histoires qui te sont arrivées, mais tu touches vraiment à des sujets que inconsciemment les gens mettent dans cet univers. Et du coup, là, les prises de conscience dont je pouvais te parler tout à l'heure, là, de dire ah putain, mais en fait, ce personnage c'est moi, elles sont vraiment d'autant plus fortes que t'as l'impression de volontairement écrire sur un truc imaginaire pour ne pas parler de toi, tu vois. Mm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Oui, c'est mais possible. c'est, je verrai peut-être qu'au fil du temps, l'expérience contredira ça, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, chez les gens qui écrivent vraiment de la fiction pure, se rendre compte qu'en fait ils écrivent eux et que oui, tout ce qu'ils vivent au quotidien et tout ce qu'ils ont pu vivre et tout ce qu'ils ont pu lire et tout ce qu'ils ont pu entendre, etc., nourrit leur histoire imaginaire. C'est là que c'est
le plus libérateur quelque part, parce que quand tu t'en rends compte après, tu t'en libères quoi. Puis c'est une vraie force. Tu t'autorises aussi à vivre plein de choses, parce que un des écueils dans lequel on peut tomber, tu vois, dans l'écriture, c'est de dire non mais en fait, il faut que je passe mon temps à écrire. J'aimerais trop écrire tout le temps, écrire tout le temps. Et à quel moment tu vis pour nourrir ces histoires si tu ne fais qu'écrire? Ouais. Et faut pas quelque part, enfin il faut pas, il y a pas d'injonction, mais c'est bien de continuer à vivre aussi parfois. Mais c'est vrai que moi, en fait, j'écrivais pas mal très jeune. Alors, pour la petite anecdote, c'est une anecdote que je raconte souvent parce que les gens l'aiment beaucoup. Mon premier roman, entre guillemets, je l'ai écrit, j'avais 8 ans. Oh, incroyable. Et alors, attends d'entendre le sujet. C'était l'histoire d'une tueuse en série à Liverpool dans les années 70. Alors pourquoi? Moi, je suis née en 90, les années 70, je sais pas pourquoi. Liverpool, Pourquoi? j'ai jamais mis les pieds. Jamais. Euh, Et les tueurs en série, pareil, j'en connais très peu. Surtout à 8 ans, en Voilà, théorie, en théorie pas trop. tant mieux espérer. Et en fait, du coup, bah, c'était une femme comme ça qui aimait bien se promener et puis de temps en temps tuer des gens parce que voilà, ça la faisait marrer. Et, Le pitch est et en si fait, simple. il y avait un policier qui était chargé de l'attraper. Sauf que, en fait, Patatrac, bah, évidemment, il est amoureux d'elle parce qu'évidemment, on est tous amoureux de tueurs en série à un moment de notre vie. Comment résister à leur charme? Et du coup, bah, c'est à la fin, il arrive et il l'attrape. Et sauf que elle, en fait, elle veut pas aller en prison, donc elle va se suicider. Et lui, il ne veut pas vivre sans elle parce que c'est si dur de vivre sans tueur en série dans sa vie. Et, et il se suicide aussi. Et voilà. Et j'ai écrit tout ça à 8 ans et je pense que c'est assez symptomatique des parents des années 90 qui étaient quand même beaucoup plus chill que les parents d'aujourd'hui. Parce que mes parents à l'époque, ils étaient plutôt en mode, oh, notre fille, elle a écrit ça, c'est rigolo. Je pense qu'aujourd'hui, je serais chez elle à psy. Putain, mais d'où ça t'est venu cette imagination? C'est fou, hein, l'imagination des enfants, C'est clair. franchement. Et en fait, j'ai écrit, après ça, j'ai écrit quand même pas mal de trucs, mais j'ai jamais rien terminé. Et en fait, je pense que peut-être je terminais jamais rien parce que je pense que je manquais d'expérience, d'expérience personnelle en fait pour nourrir en fait justement ce que j'écrivais. Et en fait, j'ai commencé vraiment à écrire mon premier roman. Je l'ai écrit, j'avais 31 ans. C'est Parce que intéressant. parce que je pense que j'avais là c'est que j'avais l'expérience. En plus, c'est parler du confinement. J'avais vraiment cette inspiration là Mm. à force d'entendre les infos, d'entendre de parler de l'isolement des personnes âgées, des femmes victimes de violences conjugales, des étudiants et tout. C'est comme ça que mon premier roman est venu. Mm. Et parce que je pense que j'avais besoin d'être de savoir un peu des choses sur avant de complètement écrire quelque chose, quoi. Ouais. Non, c'est très intéressant ce que tu partages parce qu'effectivement, il y a un moment, il faut oser regarder dans les yeux ce qu'on a traversé et ce qu'on traverse et ce qu'on a envie de raconter, ouais. Et, et c'est aussi ces petits actes de courage quelque part qui te permettent d'écrire des textes qui sont touchants d'abord pour toi en fait et qui Mm. du coup de facto toucheront le lecteur parce qu'évidemment quelque chose que tu écris avec authenticité c'est pour ça que ça touche aussi derrière autant les gens. Mm. Ça c'est un super ouais, j'aime beaucoup ce partage et pour conclure et revenir sur 6 mégaoctets. Est-ce que tu as une anecdote un peu comme ça, là, un peu rigolote sur 6 mégaoctets qui te vient? Alors, est-ce que j'ai une anecdote sur 6 mégaoctets qui soit rigolote? Rigolote ou pas, un truc un peu anodin, enfin pas anodin justement, un truc un peu que tu raconterais pas forcément tout de suite. Un- un- Là, tu me poses une colle, là. je pose toujours cette question à la fin. Il fallait me préparer avant, là, parce que maintenant, là, j'ai pas d'idée. Bon après l'anecdote du tueur en série était quand même vraiment bien déjà. Ouais. Mais ça concerne pas 6 mégaoctets, mais oui, Mm. c'est...
Bah, alors en fait, je pense que la partie la partie inspirée de moi de Simiga Octet, c'est pas le côté infidélité, c'est pas le côté IA, mais c'est qu'en fait du coup les deux collègues en fait ils ont un jeu entre guillemets qu'ils appellent Raconte-moi une histoire. Ok. Et en fait c'est en gros il y a quelqu'un qui dit bah raconte-moi une histoire et l'autre doit raconter une histoire. La question c'est drôle ou triste. Et du coup, tu dois choisir en fait une histoire de ta vie, drôle ou triste. Et c'est un peu comme ça en fait qu'ils apprennent à se connaître et qu'en fait ils se connaissent très bien. Et en fait, comme les anecdotes, en fait, je trouve que c'est très très dur à inventer. Et du coup, les anecdotes, bah en fait, elles sont bah, beaucoup sortent de ma vie. Celle sur laquelle on me pose pas mal de questions, c'est l'anecdote avec ma grand-mère. Quand j'avais 12 ans, j'ai fait une chute de vélo. Et parce que j'avais pas mis suffisamment bien les freins dans une descente. J'étais avec ma cousine qui a 2 ans de plus que moi. Et en fait, bah, on était chez notre grand-mère du coup en Russie. Mon père du coup qui habitait aussi en Russie, c'était un 14 juillet et il était à une réception à l'ambassade de France. Et du coup ma cousine m'a ramené du coup chez mamie. Et moi, en fait, je pense que je sais pas. Alors, je me suis pas cogné la tête, je pense pas. Mais en fait, je pense que mon cerveau, il a tellement eu peur que en fait, Pourtant, j'ai rien eu de grave ou quoi, mais mon cerveau, il a tellement eu peur qu'en fait, il s'est dit bon là, en fait, je je traite plus les informations en fait. Donc Hmm. j'étais complètement voilà. Et le lendemain, en fait, je me suis réveillée et je savais pas ce qui m'était arrivé en fait. J'avais des bandages sur tout le bras et je savais pas pourquoi ils sont là. Je n'en savais rien. Et euh, et en fait, bah, ma grand-mère, elle essayait de nettoyer mes blessures. Elle a appelé mon père et tout. Elle a essayé de nettoyer mes blessures. À un moment, moi, je me suis échappée et je me suis enfermée dans la salle de bain. Je me suis mise dans la douche et j'ai commencé à crier, je veux plus vivre, adieu monde cruel et tout. Donc ma grand-mère, évidemment, elle a entendu le bruit de la douche, elle a entendu je veux plus vivre et elle s'est dit, bah en fait, elle est en train d'essayer de se noyer, quoi, de s'ouvrir les veines, tout ça, tout ça. Et en fait, elle a pris sa lime à ongles, elle a forcé la porte de la salle de bain avec une lime à ongles. Et en fait, moi, j'étais pas du tout en train de me suicider, j'étais juste sous la douche en train de crier. Et, et elle m'a sortie de la douche. Et moi, je n'ai absolument aucun souvenir de ce truc-là. Et c'est du coup ma grand-mère et ma cousine qui m'ont raconté. Et moi, j'avais C'est fou. absolument aucun souvenir. Et en fait, bah, c'est une anecdote que j'ai mise dans mon histoire et je l'ai terminée par, c'était pas la première fois que je fonçais sans mettre les freins. Enfin, c'était pas la dernière fois que je fonçais sans mettre les freins. En référence J'adore. à la relation. Ouais. Putain, tu vois, c'est pour ça que je pose toujours cette question, parce que ça fait toujours naître des choses trop top. Tu sais que euh, ce jeu-là, raconte-moi une histoire drôle ou triste pour connaître les gens. J'ai trop envie d'y jouer. C'est trop bien, quoi. C'est une trop bonne idée. Et je pense que au-delà de ça, si je devais faire un partage qui aideront peut-être certains, c'est un jeu auquel tu peux jouer avec à peu près n'importe qui pour développer ta créativité. Si tu sais pas ce que tu as envie d'écrire et sur quoi tu as envie d'écrire, bah joue à ce jeu avec quelques potes et tu verras tout de suite, tu auras envie de raconter des trucs. Parce qu'en fait, ça va te revenir. On a tendance à les oublier, ces histoires. Et quand on se pose en disant, attends, ok, faut que je raconte une histoire qui est plutôt drôle, ok. Hop, et là, ça vient. Putain, c'est trop bien. Trop bonne idée. Trop bonne idée. Et 6 mégaoctets disponible, j'ai vu sur ton site, c'est ça? Oui. Alors après, pour le commander, alors moi je fais pas enfin on commande pas auprès de moi. Il y en a qui le font, Ok. mais en fait mes exemplaires auteurs sont très chers. C'est l'inconvénient de pas passer par Amazon. Ouais. Donc en fait, bah à part pour les salons et tout, j'en commande pas parce qu'en fait si je fais les exemplaires auteurs et puis plus les frais de port, bah en fait je vends à perte. Donc je ne Ouais. fais pas ça. Ok. Mais par contre, l'avantage un peu de BOD, c'est qu'il me met automatiquement partout. Donc, je suis sur Amazon, sur la Ok. Fnac, sur Cultura. Moi, ce que je recommande aux gens, c'est d'aller en librairie. Alors, évidemment, je suis pas trouvable comme ça en librairie, mais par contre, je suis sur les catalogues des libraires.
Voilà, Donc, on peut aller à tout à fait, l'accueil. voilà, on peut tout à fait voir un libraire. Alors, parfois, quand les romans sont auto-édités, ce qu'ils demandent, c'est de payer d'avance parce que ils ont un peu peur de pas le vendre derrière. Oui. Mais moi, j'ai jamais. Alors, il y en a. J'ai entendu des histoires d'auteurs auto-édités dont dont les lecteurs ont essayé de commander leur roman en librairie et la libraire a dit oh non non, c'est auto-édité donc je commande pas. Moi, Changer de librairie. j'ai jamais eu ce problème. Ils ont toujours commandé. La seule chose qui parfois est arrivée, c'est qu'on demande de payer d'avance. Mais bon, si de toute façon tu comptes l'acheter, payer maintenant ou plus tard, Oui, ça c'est change pas payé. grand-chose. Exactement, exactement. Ok, trop cool, trop cool. Donc dispo partout. De toute façon, je partagerai les liens en description. Et c'était un plaisir, Camille. Franchement, Merci. 6 mégaoctets, moi j'ai très envie de découvrir pour toutes les raisons que j'ai évoquées juste avant. Et merci d'avoir partagé autant de petites anecdotes sur toi, ton écriture et ton parcours. Merci à toi.